ce moment même, sous les rues d'Oakland, en Californie, deux énormes plaques rocheuses sont bloquées l'une contre l'autre. Ça ne semble rien pour un non-initié, mais le problème, c'est qu'elles se compriment un peu plus chaque année, accumulant de l'énergie comme un ressort sous tension depuis plus de 150 ans. À environ 9 mètres sous les trottoirs où les gens promènent leurs chiens et prennent leur café du matin, une horloge géologique a déjà atteint son terme. Et les scientifiques savent désormais, avec une précision inquiétante, ce qui se passe quand elle finit par lâcher. Voici l'histoire de la faille de Hayward, l'une des bandes de terre les plus dangereuses des États-Unis. Et des simulations informatiques extraordinaires qui révèlent enfin ce que le prochain grand séisme fera subir à des millions de personnes. Commençons par la faille elle-même, car la faille de Hayward n'est pas une curiosité géologique lointaine, cachée au fin fond de la nature sauvage. Elle s'étend sur environ 120 km en plein cœur de l'East Bay californienne. Directement sous des quartiers résidentiels, des écoles, des hôpitaux et des autoroutes, dans des villes comme Oakland et Berkeley. Plus de 2 millions de personnes vivent ou travaillent le long de son tracé, et selon le consensus scientifique, elle est en retard. La dernière grande rupture de la faille de Hayward remonte à 1868. Ce séisme, estimé à une magnitude de 7, fut dévastateur pour l'époque. Il rasa des bâtiments à travers Hayward et envoya des ondes de choc jusque dans San Francisco. Mais voici ce qui rend la situation actuelle bien plus grave. Le cycle moyen de la faille entre deux séismes majeurs est d'environ 140 ans. Nous sommes aujourd'hui à plus de 150 ans de cette dernière rupture. L'horloge n'a pas simplement atteint son terme, elle l'a dépassé depuis plus de 10 ans. Les chiffres de l'Institut d'études géologiques des États-Unis rendent cela très concret. Il y a environ une chance sur 3 qu'un séisme de magnitude 6,7 ou plus frappe cette faille dans les 30 prochaines années. Mais la faille de Hayward n'agit pas de manière isolée. Quand les scientifiques prennent en compte les failles connectées de la région, dont la faille de Rogers Creek au nord, la probabilité d'une rupture majeure quelque part dans le système atteint 72% d'ici 2043. Ce n'est pas une hypothèse lointaine, c'est une quasi-certitude du vivant de la plupart d'entre nous. Alors, que se passe-t-il exactement quand elle cède ? Pendant des décennies, la réponse honnête était « on n'en est pas vraiment sûr ». Des modèles sismiques généraux existaient, mais la géologie de la baie de San Francisco est complexe. Un patchwork de roches dures, de sédiments meubles, de bassins profonds et de formations collinaires. Et prédire comment les ondes sismiques se propagent dans ce labyrinthe dépassait la puissance de calcul disponible. Cela a changé récemment. Des chercheurs du Lawrence Livermore National Laboratory et du Lawrence Berkeley National Laboratory ont utilisé certains des supercalculateurs les plus puissants au monde pour réaliser 50 simulations distinctes d'un séisme de magnitude 7 sur la faille de Hayward. Chaque simulation faisait varier les paramètres, le point exact de la rupture, la façon dont le glissement se propage sur la surface de faille, la vitesse de propagation de la fracture. Le résultat n'est pas une seule prédiction, mais une carte riche et détaillée des possibilités, montrant non seulement où les secousses se produiront, mais leur intensité, leur durée et pourquoi certains quartiers font face à des risques bien plus élevés que d'autres. Leur découverte devrait changer la façon dont chaque habitant de la baie perçoit son lieu de vie. La leçon principale de ces simulations est la suivante. Le sol ne tremble pas de manière uniforme. L'emplacement compte énormément et les différences ne sont pas subtiles. Prenez les collines de l'Est, des endroits comme Orinda et Moraga. Ces communautés reposent sur des couches de roches sédimentaires plus tendres et cette géologie agit comme un amplificateur. Lors d'un séisme majeur sur la faille de Hayward, les secousses dans ces zones pourraient être jusqu'à 50% plus intenses que dans les quartiers ouest situés sur de la roche solide. Ce n'est pas une marge d'erreur, c'est la différence entre un bâtiment qui tient et un bâtiment qui s'effondre. Et puis, il y a la vallée de Livermore, confrontée à un problème différent mais tout aussi grave. La vallée se trouve dans un bassin géologique et les ondes sismiques se comportent étrangement à l'intérieur des bassins. Elles rebondissent, piégées entre les parois, incapables de s'échapper.
Au lieu de durer les quelques secondes habituelles, les simulations montrent que les secousses pourraient se prolonger pendant plus de 2 minutes à Livermore. 2 minutes entières de secousses violentes et soutenues. Pour les canalisations, les entrepôts et les infrastructures industrielles, cette durée est potentiellement catastrophique. À Auckland et Berkeley, directement sur la ligne de faille, le danger principal vient de ce que les scientifiques appellent les impulsions de directivité. Quand la faille se rompt, la fracture ne se produit pas d'un seul coup. Elle file le long de la faille et, ce faisant, projette des salves concentrées d'énergie vers l'avant, comme une onde émise par une source en mouvement. Les quartiers situés directement dans la trajectoire de cette poussée reçoivent des impulsions violentes et puissantes, particulièrement destructrices pour les bâtiments élevés. Les gratte-ciel et les tours de ces villes courent le risque le plus élevé, avec des accélérations du sol pouvant atteindre l'équivalent de la force de gravité, suffisante pour submerger des structures qui n'ont pas été conçues pour cette menace spécifique. Pendant ce temps, sur le versant ouest de la baie, reposant sur le socle rocheux franciscain, la situation est sensiblement différente. L'accélération du sol pourrait y être de 20 à 50% inférieure à celle des zones les plus à risque. San Francisco ressentira certainement le séisme, mais la distance et la géologie solide offrent une protection significative. Cela ne veut pas dire que les quartiers ouest sont sûrs. Cela signifie qu'ils sont plus sûrs comparativement. Pour comprendre pourquoi la géologie crée des différences aussi marquées, il est utile de réfléchir à la façon dont les ondes sismiques se propagent réellement. Quand une faille se rompt, elle envoie des ondes dans toutes les directions, comme une pierre jetée dans un étang. Mais contrairement à l'eau, le sol n'est pas uniforme. La roche dure transmet ses ondes rapidement et efficacement. L'énergie passe sans s'attarder. Les sédiments meubles, en revanche, ralentissent les ondes, les compriment et les forcent à s'amplifier, de la même façon que les vagues de l'océan se cabrent et déferlent en atteignant les eaux peu profondes près du rivage. La baie de San Francisco repose sur une variété extraordinaire de matériaux, ce qui explique précisément pourquoi 2 quartiers séparés de quelques kilomètres seulement peuvent vivre le même séisme de manière radicalement différente. Les simulations capturent cette complexité avec une finesse inégalée. Et les résultats montrent clairement que la géologie n'est pas un simple détail de fond. C'est le facteur déterminant qui décide qui est blessé et qui s'en sort indemne. Ce qui rend ces simulations véritablement révolutionnaires, c'est qu'elles ne produisent pas de simples données abstraites. Elles produisent des informations exploitables. Les ingénieurs peuvent déjà utiliser ces résultats. Pour les gratte-ciel d'Auckland et Berkeley, le risque d'ondes impulsionnelles signifie que les bâtiments ont besoin de renforts spécialement conçus pour absorber ces secousses brusques et soudaines, plutôt que le mouvement ondulatoire plus lent des séismes lointains. À Livermore, les fondations des nouvelles constructions doivent tenir compte de la durée prolongée des secousses, pas seulement de l'intensité maximale. Dans les collines de l'Est, la stabilité des pentes devient une préoccupation majeure. Les maisons à flanc de colline font face à un risque accru de glissement de terrain quand les secousses s'amplifient. Pour les infrastructures publiques, le Bay Area Rapid Transit, le BART, et le réseau autoroutier de la région sont désormais prioritaires pour la mise aux normes, sur la base des cartes de directivité et des simulations produites. La faille ne menace pas que les bâtiments, elle menace les réseaux de transport dont les gens auront désespérément besoin après un événement majeur. Et pour les habitants ordinaires, les implications sont personnelles et concrètes. Fixer les meubles lourds, les chauffe-eau et les bibliothèques réduit le risque de blessure. Les applications d'alerte précoce peuvent donner quelques secondes d'avertissement avant l'arrivée des secousses. Assez pour se baisser, se protéger et s'agripper. Des réserves d'urgence pour au moins 3 jours ne sont pas une préparation excessive. Pour une région aussi exposée, c'est du simple bon sens. La science de la prédiction sismique avance vite. Ces simulations sont déjà étendues à la faille de San Andreas, modélisant des événements potentiels de magnitude 7,5 ou plus. La cartographie souterraine à plus haute résolution permettra d'affiner encore les modèles. Mais la simulation de la faille de Hayward nous dit déjà quelque chose de profond. Nous n'avons pas à être impuissants face à cette menace. Le sol sous la baie de San Francisco n'est plus un mystère. Nous savons où le danger se concentre. Nous savons pourquoi certains quartiers trembleront plus fort, pourquoi certaines vallées trembleront plus longtemps, et pourquoi certains bâtiments font face à des risques que d'autres n'ont pas. La question n'est plus de savoir si ce séisme va arriver. La question est de savoir si nous serons prêts
quand il frappera.